Reda, tu es allé à Nanterre, alors dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Alors, soyons précis, je ne suis pas allé à Nanterre aujourd'hui, mais hier soir, je ne suis pas allé à Nanterre non plus, mais hier soir, après 2 mois de blocage, les derniers étudiants qui occupaient le bâtiment E de l'Université de Nanterre ont quitté les lieux. Ça s'est fait dans le calme et après de longues négociations avec la présidence, et sans blessés, et évidemment sans morts, tant mieux. Installée dans la banlieue ouest de Paris, l'université de Nanterre compte près de 32 000 étudiants, c'est une des plus grandes de France, et jusqu'à hier soir, c'était la dernière université bloquée. Le 9 avril dernier, alors que le mouvement contre la loi ORE, Orientation et Réussite des étudiants, avait à peine commencé, les étudiants de Nanterre étaient dans une assemblée générale dans ce même bâtiment E. Jusque-là, tout va bien, sauf que, à la demande du président, M. Georges Ballaudet, 150 CRS pénètrent et évacuent l'amphithéâtre. Des étudiants sont sonnés, et le lendemain, ce qui n'était qu'une occupation se transforme en blocage. Le mouvement prend de l'ampleur. Dans les médias, comme au gouvernement d'ailleurs, après une indifférence qui dure un certain temps, la couverture de l'extension de la mobilisation donne l'occasion de réentendre un bon nombre des pensifs, des clichés qu'on entend souvent sur la jeunesse et sur les étudiants. Donc je suis allé effectivement à la rencontre de ces étudiants 2 fois, d'abord fin avril, puis mi-mai, pour me rendre compte de ce qu'était ce mouvement. Et vous allez voir qu'ils sont assez loin des portraits réducteurs qui en sont faits régulièrement. Les étudiants mobilisés, pour donner un exemple, seraient incapables de comprendre la réforme, seraient incapables de comprendre les enjeux de cette réforme. Ils seraient donc des glandeurs avec la conscience politique proche de zéro, alors qu'en fait, lorsqu'on s'adresse à eux et qu'on les écoute, c'est assez différent. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se trouver au lycée, qui ne savaient pas trop quoi faire et qui à la fac ont brillé, ont vraiment pu s'épanouir. Et c'est ça que je défends en fait, c'est le droit à chacun d'avoir cette opportunité de se trouver, parce qu'accessoirement, avant 20 ans, on ne sait pas vraiment précisément ce qu'on veut. Et le problème c'est que si à 18 ans on dit bon bah choisis quelque chose, si t'es pas pris, bah tant pis pour toi. Ça c'est vraiment quelque chose que je peux pas cautionner. Il y a le problème de la sélection à l'université. Parce que je ne vais pas vous refaire toute la loi, mais on voit bien qu'il va y avoir une grande sélection sociale qui va être faite. Et il y a quelque chose de personnel, même s'il ne faut pas toujours mettre le personnel en avant, parce qu'on est une grande lutte. Mais moi, je sais que personnellement, ma mère est une immigrée marocaine qui est éducatrice spécialisée, et mon père est ouvrier. Donc je sais bien que la fac, c'est un peu le seul endroit où je peux aller. Et moi, j'ai une petite sœur, j'ai 8 ans de différence avec elle, et j'ai un petit frère pareil, et je sais bien que dans 8 ans, la situation elle aura bien changé si la réforme elle passe. Et déjà dans les enseignements qui vont être donnés, mais surtout ce qui va arriver dans les frais d'inscription. Je pense dans 8 ans, ça va être un peu comme en Angleterre, ça va être 8 000, 9 000 euros. Sachant qu'en Angleterre, on a bien vu que c'est passé de gratuit à presque 10 000 euros en 15 ans. Donc voilà, moi déjà, il y a ça qui me fait peur. Après, il y a aussi l'idée que c'est un mouvement global en fait ce qui se passe. Nous, certes, on se bat pour la section université, mais c'est pour ça qu'on le dit tout le temps, on se bat avec les cheminots, on se bat avec les postiers. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de matraquer le service public. Et donc, ce qui est intéressant avec le service public, c'est que c'est un service qui est donné par État, mais pour tous. Donc voilà, je ne vais pas dire moi, mais pour les gens qui n'avaient pas trop les moyens, on pouvait y accéder. Le problème, c'est que si ce service public il disparaît, l'éducation va être faite par les riches, pour les riches. Pareil pour les trains. Les trains seront juste pour les riches, pendant que nous, on sera entassés dans les bus ou trucs comme ça. Donc voilà, donc là, il y a une vraie ségrégation sociale qui se fait, et c'est pour ça, moi, que je me bats, pour pas que ça arrive. Voilà, t'entends bien, 1 mois après cet entretien, et maintenant que l'usine à gaz Parcoursup a commencé à faire ses preuves, que de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer les effets discriminatoires de la sélection à l'université, on a du mal à pas trouver ces jeunes plutôt pointus dans leur analyse. Et alors il y a un autre cliché, une autre assertion qui a été assénée en boucle par les éditorialistes bienveillants des matinales des grands, des vrais médias. Le mouvement étudiant serait le fait d'une minorité d'agitateurs professionnels, de militants infiltrés. Si sans doute une partie des jeunes qui étaient engagés, qui étaient mobilisés, s'étaient effectivement syndiqués ou même politisés, la grande majorité des près de 2000 personnes qui assistaient à certaines des AG là-bas ne l'étaient pas. Et pour certains, c'était même une première mobilisation. C'est le cas de Clara, par exemple, c'est un pseudonyme, on l'écoute. Je m'étais toujours dit que la fac, c'était un endroit où j'allais pour passer des cours, pour aller en cours, pour avoir des connaissances, pour avoir un diplôme, mais que je refusais un peu de mélanger ça avec la politique. Sauf que la politique, c'est en fait c'est introduit dans notre université et à partir de là, c'est plus possible. Donc non, c'est vrai, si on m'avait dit il y a quelques semaines que tu vas monter une AG, tu vas être là tous les jours, tu vas aller en manif, tu vas te faire gazer, j'y aurais pas cru parce que je suis plutôt du genre
bon élève, à faire attention à ce que je fais, attention à mon image, attention à mon avenir. Et voilà. Là, je me suis dit, non, il y a quelque chose à faire. Enfin, ça va plus loin que juste toi, la fac et le diplôme que tu auras à la fin de l'année. Tant pis, il faut y aller. Voilà, et puis évidemment, on a pu entendre dans les conversations de comptoir qui désormais font office d'émissions de décryptage de l'actu que ces jeunes chevelus perdent leur temps sur le campus, tout heureux de ne pas aller en cours, que l'anarchie règne dans les lieux, voire que ces jeunes s'adonneraient, selon le fameux mot désormais de M. Haddad, président de Paris 1, à l'alcool, à la drogue, voire au sexe. C'est insupportable. Par contre, lorsqu'on demande à Léna de nous raconter son expérience de la mobilisation, c'est un peu différent. Moi, depuis les 3 semaines d'occupation de la fac, on a vu donc ça a démarré très fort. Il y a eu énormément de propositions la première semaine, cours alternatifs, énormément de choses, en fait, des projections, des débats, etc. Tout ce qui se rapporte à ce qui a déjà été fait globalement à l'université de Vincennes, à partir entre 1968 et 1980. On revivait un peu ce contexte-là, ce désir en fait d'une culture plus horizontale, plus populaire, plus critique, etc. Et cette libération de la parole et cette lutte générale en fait contre toutes les formes de discrimination, d'oppression, qu'elles soient raciales, sexuelles, etc. Et ça, c'est vraiment au début ce qui était au cœur de l'occupation, proposer un nouveau savoir et proposer un nouveau mode de vie qui ne soit pas juste découper des carottes et fumer des pétards dans l'herbe. C'est beaucoup plus politique que ça, beaucoup plus profond. Et ça, je l'ai vraiment beaucoup vu. Ça s'est un peu atténué au fur et à mesure du temps, peut-être la fatigue, peut-être qu'on n'a pas su apprendre des autres expériences. Il y a eu une occupation aussi en 2016 avec la loi travail. Mais je pense qu'il faut perpétuellement se remettre en question, essayer d'avancer, garder les bonnes choses et essayer d'améliorer ce qui a moins fonctionné. Mais en tout cas, j'ai un très bon souvenir de cette expérience et la commune libre de Nanterre, quand j'aurai 50 ans, j'en parlerai toujours avec le sourire. Voilà, sourire. Évidemment, les jeunes étudiants qu'on vient d'entendre ne représentent pas forcément l'intégralité du mouvement ou de la population universitaire, pas plus que les anti-bloqueurs frustrés à qui les micros sont tendus régulièrement, qui n'en sont pas l'image exclusive. Mais ils permettent au moins de nuancer les portraits stéréotypés, faciles, qui ont été faits pendant des semaines. Hier soir, donc, ces étudiants de Nanterre ont levé le camp, dans le calme. Pour autant, une partie d'entre eux promet que le combat contre la loi ORE se poursuivra en septembre, notamment avec des mobilisations pour les sans-fac, ces jeunes bacheliers qui, grâce à Parcoursup, ou à cause plutôt, restent sans affectation. Je voudrais juste terminer en remerciant ces étudiants de m'avoir fait confiance, de s'être confiés devant la caméra, et leur dire, et à vous aussi, que bientôt on va pouvoir vous diffuser un long reportage issu de nos entretiens. Ok, j'ai hâte de voir ça.